On va passer maintenant au débat. Il y a 2 questions pour chaque communication. J'appelle le professeur Tami avec docteur Napti et docteur... Vous mettez là-bas les communicants. Ouais. D'accord. Bonjour. Avant de poser ma question, je vous remercie par rapport à votre présentation claire et efficace. Et puis, par rapport au metformine, parce que vous avez déjà dit que n'est pas contre-indiqué, donc quand on peut utiliser. Ça marche, ça, je pense. Non. Ah, ok, je m'excuse. Donc, vous pouvez l'utiliser chez vos patientes qui font une grossesse. Même parfois, c'est les patientes qui font un SOPK, on a tendance à les mettre sous metformine. Donc là, il n'y a pas de contre-indication. C'est ça le mot, il n'y a pas de contre-indication. Après, si on suit les recommandations internationales, l'ADA, ou même les recommandations de gynécologie, eh bien, ils disent de voir au cas par cas. Si vous voulez aller plus loin, il y a aussi une histoire d'économie de santé. Par exemple, là, chez nos pays voisins, l'insuline coûte très cher. Elle n'est pas remboursée comme chez nous, chez tout le monde. D'accord? Ils sont encore aux insulines humaines et tout. Donc, ils disent pourquoi ne pas laisser sous metformine. Après, ça se juge au cas par cas. Donc, vous avez le droit. Mais je pense que si ma patiente, je parle du diabète gestationnel et pas d'un diabétique de type 1 ou de type 2. Hein. Si vous pouvez initier une insuline, pourquoi pas? Voilà. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas. Excusez-moi? C'est, en fait, pour l'efficacité, on peut gérer surtout en T1 avec de la metformine, voire début T2, parce qu'il y a une baisse de l'insulinorésistance. Donc, ça peut donner. Et si vraiment ça nous échappe, on peut passer à l'insuline. Mais voilà, personnellement, même mes collègues à l'hôpital, je ne connais aucun, je ne sais pas, docteur Nasseri, vous gardez la metformine chez la femme enceinte? Personnellement, je ne le fais pas. Alors, selon le dernier communiqué de laboratoire Merck, il a l'AMM chez la femme enceinte. Donc, pour la femme enceinte qui est déjà connue diabétique et sous metformine, on peut garder la patiente sous metformine. Moi, personnellement, je le fais. Par contre, pour le diabète gestationnel, ils n'ont pas cette autorisation. Donc, c'est un petit peu gêné. Je suis un petit peu gêné parce que dans le sens que si on peut donner ça à une femme qui est déjà connue diabétique, pourquoi pas donner ça chez la femme qui présente un diabète gestationnel, sachant qu'en Tunisie, on donne ça, que ce soit chez la femme enceinte connue diabétique et même dans le diabète gestationnel. Donc, pour être protégé, un médecin généraliste, donc normalement, s'il n'a pas des mentions légales, il peut pas prescrire cette molécule chez la femme enceinte. Deuxième question concernant le diabète et... Il y a une question. Il n'y a pas de question pour le... Je voulais laisser la chance à la salle, mais on ne va pas la laisser partir sans question. Hein. Le problème du diabète gestationnel, en quelque sorte, c'est un problème de société, parce que normalement, chaque femme, ou chaque à l'âge de procréer, à l'âge à être mariée, devrait, parce que c'est du dépistage, devrait quand même faire objet d'un dépistage, soit en prénuptial, soit en préconceptionnel. Malheureusement, on reçoit nos femmes déjà au 3e mois ou au 4e mois, déjà enceintes. Ma question pour vous, c'est pas ça, c'est le sport, parce que vous avez parlé du sport, que beaucoup de gens, l'activité physique, beaucoup de gens déconseillent à la femme enceinte l'activité. Pour vous, quelle est l'activité la plus adéquate qu'on peut conseiller la femme, tout en sachant notre culture et chaque coin de l'Algérie a sa propre culture dans ce sens? Tout à fait. Une très bonne et question. je vous remercie. Avec plaisir. Donc, mes amis cardiologues me rejoindront sur l'importance de l'activité physique comme l'élément, donc je n'ai pas parlé de physiopathologie, mais dans le diabète gestationnel, l'élément prépondérant, c'est l'insulinorésistance. Donc, il faut agir sur ça. Pour ça, il n'y a pas que moi, mais les recommandations internationales, c'est l'activité physique de 150 à 180 minutes. C'est quand même important. Mis à part une contre-indication vraiment obstétricale, donc un risque, une menace d'ABRT, donc il n'y a pas de contre-indication à l'activité physique. Quelle activité physique? Une activité qui est douce. Au-delà de la marche, on peut faire de la natation, du pilate, de la gym douce, donc toujours sans
risque de chute ou de choc. Donc au moins une marche active ou de la gymnastique douce ou de la natation est recommandée. On a toujours conseillé la natation pour la femme. Excusez-moi? Surtout la natation, on Voilà, a toujours tout à conseillé la fait, natation tout à pour fait. la femme enceinte. Mais il y a une petite réticence des patientes, il y a une petite réticence aussi des médecins. Donc on a du mal à faire beaucoup marcher ou voilà, faire de l'activité physique pour les patientes qui présentent un diabète gestationnel. Concernant le dépistage, moi, j'irai encore plus loin que ça. Non seulement je trouve qu'on n'explique pas assez, mais même les patientes qui sont déjà diabétiques, que ce soit de type 1 ou de type 2, c'est vraiment un fléau. C'est très rare d'avoir une patiente qui est à son objectif d'hémoglobine glyquée avant sa grossesse. Là, juste cette semaine, j'ai eu 2 DT1, dont l'une qui était censée être en transition, 22 ans, l'autre 18 ans, perdue de vue, et l'une est venue enceinte avec 11% d'hémoglobine glyquée. Donc imaginez, le risque malformatif, il est majeur. Et l'autre, elle était mariée depuis 4 ans avec un projet de grossesse imminent, aussi avec 10% d'hémoglobine glyquée. Donc vraiment, il faut faire le travail bien en amont, comme vous avez dit, et dire et redire, voilà, à chaque fois. Merci, docteur Avec plaisir. Napti. Maintenant, on passe au professeur Tami. 2 questions pour la professeure Napti. Est-ce qu'il y a... Tami, oui, c'est pour professeur Tami, oui. Oui, allez-y. Ayant un père qui fait de ancien sportif de haut niveau. C'est avec le deuxième. Donc je disais que ayant un père qui faisait du sport de haut niveau, donc c'était un volleyeur, voilà, et qui fait de la FA très très probablement d'origine vagale. Donc est-ce que vous pouvez nous donner quelle est la meilleure prise en charge vis-à-vis de ces patients-là, sachant que un quart de bêta-bloquant suffit à obtenir chez lui une fréquence autour de 40? Très bien. Tout d'abord, même s'il a fait du haut niveau, ça sort de l'AFA des sports extrêmes. Et ça rejoint un peu la fibrillation atriale du sujet jeune ou du sujet moins jeune. Maintenant, concernant l'activité physique, donc il y a soit contrôle de... Est-ce qu'il est en FA permanente ou paroxystique? Paroxystique. Donc il y a un choix entre contrôle de fréquence, en cas de FA, ou bien ablation. L'ablation, c'est quelque chose qui n'est pas très disponible chez nous. Donc s'il continue à faire du sport, les bêta-bloquants vont certainement le gêner et vont l'empêcher de faire de l'activité physique, surtout s'il prend de faibles doses de bêta-bloquants. Et à ce moment-là, on lui préconise quelque chose qui est recommandé, qui est reconnu. C'est ce qu'on appelle de pill in the pocket. C'est-à-dire qu'il va prendre dans sa poche, il gardera tout le temps dans sa poche un comprimé de flécaïne, un seul comprimé. Au départ, on ne savait pas 1, 2, 3. Aujourd'hui, il y a un consensus sur la dose, un comprimé. Si jamais il ressent l'apparition du NFA, il peut prendre donc un comprimé pour réduire cette fibrillation atriale. Maintenant, l'idéal, dans les FA paroxystiques, c'est d'aller ablater. Mais sinon, on a cette alternative pour qu'on continue à faire de l'activité physique, parce que l'activité physique reste un moyen préventif de récidive de fibrillation atriale. Et en même temps, c'est un moyen de réduire les autres facteurs de risque, particulièrement de la maladie coronaire. S'il n'y a pas de question de l'assistance, moi j'ai une question à vous poser, professeur Tami. Concernant la femme, on a toujours dit que l'homme, il était toujours plus fort que la femme et il supporte mieux tout ce qui est endurance. Comment expliquez-vous ici, vous dites que la femme, elle supporte les sports d'endurance par rapport aux hommes? Moi, je pense qu'il y a peut-être une différence, mais il y a des femmes... C'est-à-dire il y a une collègue à moi, donc on a fait nos études les premières années, parce que la médecine, on a commencé à Babzoua à ce moment-là. Aujourd'hui, moi je suis sportif, je fais toujours du sport, mais je suis très très loin par rapport aux performances qu'elle fait. Elle fait des 100 km. Et elle a commencé très tard. Donc c'est relatif. Mais sur le plan de la fibrillation atriale, ce sont des constatations aussi bien sur la fibrillation atriale que sur la maladie coronaire. C'est-à-dire qu'il y a une incidence beaucoup plus élevée dans les sports extrêmes dans la maladie coronaire, alors qu'elle est inexistante chez la femme. Par quel mécanisme? La même chose pour la femme. Nous n'avons
aucune réponse. D'accord. Est-ce que c'est en rapport avec tout ce qui est hormonal? On n'en sait rien. De toute façon, on a des facteurs, mais les femmes, même quand elles font le sport de très très haut niveau avec des sports extrêmes, font beaucoup moins de maladies coronaires et font beaucoup moins. Bien au contraire, elles sont elles sont mieux protégées que les hommes. Mais ça reste relatif. Hein. Ouais. Donc le message que je veux faire passer, si on fait du sport, les effets bénéfiques sont de loin supérieurs au risque d'avoir une coronaropathie ou d'avoir une fibrillation atriale. Donc, d'une manière générale, et cette protection est beaucoup plus importante chez les femmes que chez les hommes. Je voudrais juste rajouter quelque chose. Vous avez très très bien répondu à la question concernant l'activité physique. Concernant la natation, c'est bien, mais est-ce que vous connaissez des endroits où on peut nager? Non, il y a maintenant des piscines sur un couloir libre pour faire des allers-retours. Par contre, quelle que soit notre situation géographique, il y a des salles d'aérobic. Je ne vois pas pourquoi la femme ne peut pas faire des séances d'aérobic. Et surtout intégrer de la musculation, en dehors des contre-indications relatives, c'est-à-dire risque d'accouchement prématuré, etc. Mais sinon, toutes les activités physiques, dans le monde du sport, beaucoup de femmes enceintes continuent à faire de la compétition de haut niveau, j'allais dire jusqu'à presque le terme, mais sinon au moins dans les premiers trimestres. Ce n'est pas du tout une contre-indication, et bien au contraire, ça permet peut-être certainement de mener une grossesse. Et donc cette peur qu'on a devant un accouchement prématuré, je pense qu'il faut alterner endurance et surtout renforcement par de la musculation. Et ensuite, j'ai vu 150 minutes. C'est très bien 150 minutes. On peut aller jusqu'à 300 minutes. Mais l'idéal pour une activité donc de moyenne intensité, je dis moyenne intensité, c'est de faire au moins 5 fois par semaine. Quand on va plus loin, on peut faire 75 minutes, mais de manière intense, 3 fois par semaine. Et ces recommandations, l'avantage aujourd'hui, depuis les recommandations de 2020, c'est qu'elles s'appliquent à tout le monde. Même chez quelqu'un qu'on condamne parce qu'il est sous chimiothérapie. On n'a plus de droit de condamner quelqu'un, puisque l'activité physique va réduire, pour certains cancers, de 48% la mortalité. Et donc ça doit faire partie de la vie. Je suis pas très imprégné de l'activité chez la femme, mais je suis persuadé qu'elle ne peut que tirer bénéfice. La femme enceinte, hein, même hypertension gravidique, diabète gestationnel, c'est un complément thérapeutique indispensable. Indication classe 1, niveau de preuve A. Pas du tout. Aujourd'hui, si on veut faire de l'activité physique, de loisirs, de moyenne intensité, en dehors de la compétition, on n'a pas besoin d'un bilan cardiovasculaire. On a besoin d'un bilan cardiovasculaire pour évaluer le risque. Quand on évalue le risque, on fait un électrocardiogramme, sans plus. Et donc, on n'a pas besoin de créer des obstacles pour... Je peux demander à ma patiente, si elle est enceinte, elle a un diabète gestationnel, de commencer à faire une activité physique en fréquentant une salle d'aérobic. Donc, la contrainte de faire une consultation, ça, ce sont des étapes qui nous bloquent un peu à généraliser cette activité physique. Dans une salle ou faire du sport. Est-ce que la danse chez elle, la danse ou pourrait, quand elle est bien rythmée pendant un moment, pourrait... Excellente question, tout à fait. Maintenant, il y a une obésité, on ne peut pas faire une demi-heure à 1 heure de marche par jour de manière rapide, c'est mieux que rien. Et donc, on va tenir compte de l'environnement et proposer l'activité physique la plus adéquate. Mais le plus important, c'est qu'on fasse au moins les 150 minutes d'endurance et au moins 2 séances d'activité de musculation par semaine. Ces méthodes-là doivent passer par un coach, c'est-à-dire devraient être organisées en équipe, c'est-à-dire une femme enceinte, si elle est au milieu avec d'autres femmes enceintes,
Et avec un coach, ça sera mieux, je pense. Ça C'est coûte. pour ça que j'ai des cultures, parce que Ça- je ça- me vois. Alger, c'est pas Chlef, docteur. Donc, je vois mal une femme enceinte à Chlef faire de la marche ou aller. Nous, autant comme lorsqu'on fait de la natation, vous prenez un couloir et vous avez un jeune de moins jeune que vous, qu'il vous saute à travers. Donc, il faut que ça se fasse dans un milieu organisationnel. Aujourd'hui, l'avantage des recommandations, qu'on habite Chlef ou New York, c'est exactement la même chose. Et donc, si on est à New York, on n'a pas besoin de coach. Si j'ai un coach, c'est un plus. Si je suis en groupe, à chaque fois qu'on pose des contraintes, on ne va pas développer cette activité. Aujourd'hui, les recommandations sont claires. On n'a pas besoin de coach. Il y a à peu près 25 ans, un peu plus, presque un peu plus, à peu près début des années 80, on a commencé à développer l'idée de la réadaptation cardiaque. Et la réadaptation cardiaque a fait un bond extraordinaire. Et on a des centres de réadaptation cardiaque un peu dans tous les pays développés. Chez nous, on n'a pas du tout avancé dans ce domaine. Mais depuis les recommandations de 2020, 80% de nos indications n'ont pas besoin de centres de réadaptation. On conseille, on réduit au maximum les bilans et on fait l'activité physique parce qu'on sait que ce n'est pas du tout dangereux. Et donc, qu'est-ce qu'elle risque, cette femme? Elle risque de chuter. C'est pour ça, donc, tout à l'heure, ma collègue vous a dit qu'il faut éviter les sports où on risque de faire une chute. Tout ça, donc, qu'est-ce qu'on fait dans une salle? Si on fait plus qu'il n'en faut, eh ben, on a un problème musculo-tendineux, mais sans plus. Sur le plan cardiaque, il n'y a aucun risque et on n'a pas besoin. Parce que si on demande un coach, ça coûte de l'argent, il faut des endroits spécialisés. On n'a pas besoin d'endroits spécialisés. Si on arrive à accéder, c'est tant mieux, mais sinon, il faut que nous-mêmes soyons rassurés. Si le médecin est rassuré, il va transmettre ce message. S'il n'est pas lui-même rassuré, eh ben, on va rester dans la même situation. Marcher. La semaine passée, il y avait un congrès international de cardio-oncologie. Tout le monde, il faut marcher. Non, marcher, c'est juste le minimum. Il faut que nous, notre message soit plus important parce que plus on augmente l'intensité et la fréquence, et plus on tire bénéfice de ces activités physiques, je le dis, au même niveau que les thérapeutiques. Maintenant, cette activité physique ne peut en aucun cas remplacer la thérapeutique, mais c'est un complément indispensable à une bonne thérapie d'une pathologie donnée. Merci, professeur Tami, pour toutes ces nouveautés concernant le sport et santé. Et je passe maintenant à docteur Takmet pour hypertension et grossesse. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Docteur, pourquoi ne pas demander l'ACR à la place de la protéinurie de 24 heures? Parce que c'est plus contraignant. Non, vous pouvez, pas de problème. C'est vrai que j'ai parlé de protéinurie des 24 heures. L'intérêt chez la femme enceinte, c'est de quantifier, pas de faire le diagnostic de la protéinurie. Mais tout à fait, donc vous avez parfaitement raison. Le diagnostic de protéinurie peut être fait juste à l'aide des urines du matin, etc. Pas de problème. Pas de souci là-dessus. D'accord. Pardon. Il arrive que certaines femmes, en dehors de la grossesse, ont des systoliques qui ont toujours été inférieures à 10, et pendant la grossesse, elles atteignent un 13. Est-ce qu'il y a des recommandations particulières, une prise en charge particulière? Il n'y a aucune prise en charge si la pression artérielle n'est pas au-delà de 140/90. C'est-à-dire même s'il y a une légère augmentation, ce qui n'est pas commun, d'ailleurs chez la femme enceinte, en général, on a la tendance à baisser la pression artérielle. Après, si vous avez une légère hausse, et si vraiment vous suspectez une HTA masquée, à ce moment-là, vraiment léger excès, faire une MAPA. Donc c'est vraiment c'est un peu excessif. Mais mis à part ça, s'il n'y a pas une preuve que la pression artérielle est au-delà de 140/90, il ne faut pas... Voilà. Faites attention, le régime pauvre en sel n'est pas indiqué. Même hyposodé, il ne faut pas toucher parce qu'il ne faut pas oublier que c'est deux organismes et non pas un seul.
Merci, Dr Tekmet. Maintenant, je dois donner l'attestation de participation à Dr Nasri. C'est Dr Tahar. Merci, Dr Nasri. Donc, normalement, on a terminé la séance du matin. Vous avez une question? Ils ne sont pas voulu vous poser une question. Quand même, je profite, je suis obstétricien. Et je vous assure que c'est des catastrophes qu'on reçoit dans les toxémies gravidiques. Je me rejoins à vous pour parler de cette dangerosité de l'hypertension gravidique, parce qu'en général, c'est des femmes qui ne sont pas connues autant que hypertendues. Lorsqu'on les reçoit en HELP syndrome et lorsqu'on les reçoit en hématome rétroplacentaire, avec tous les troubles de la coagulation, en général, c'est des malades qui décèdent. Si on n'a pas un service de réanimation, une prise en charge immédiate qui est soldée parfois par des hystérectomies, et vous savez qu'une femme sans utérus, l'avenir de cette femme après l'accouchement. Donc je me rejoins à vous pour dire que l'hypertension artérielle, qu'il faut faire attention, qu'il faut la prendre bien, que les signes annonciateurs de la prééclampsie doivent être pris en considération, parce que notre société, mais elle, lorsqu'une femme a la fabulation, il doit être mais il doit être le médecin. Donc on avait des choses, des décès. Dans mon service, c'est la 3e cause de décès maternel. Et je vous remercie. Je vais profiter de votre commentaire pour souligner que la survenue d'un HELP syndrome ou d'une éclampsie est un échec du système sanitaire. C'est quelque chose qui ne doit pas exister. Parce qu'on a, en général, c'est des complications qui arrivent assez tardivement, en général, au cours de la grossesse. Et normalement, on a tout le temps de voir les choses venir, de prévenir, ainsi de suite. Et pour cette raison, le plus important, c'est le suivi de la grossesse. Donc c'est quelque chose de très, très important. Il faut prendre la pression artérielle régulièrement. Il faut conseiller à la patiente de faire des automesures. Pas forcément, il ne faut pas en faire une obsession. Voilà. Donc, mais il faut quand même, une fois par 15 jours, en moins une fois par mois, prendre la pression artérielle et ne pas hésiter à surveiller la protéinurie, même grâce à un Labstix, dès que vous avez le moindre doute. C'est-à-dire un HELP syndrome, comme vous l'avez dit, en général, c'est des malades qu'on récupère assez difficilement. Il faut considérer ça comme un échec du système sanitaire et qui, heureusement, est très très facilement prévenable, si vous m'autorisez le terme. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez d'apprendre aux médecins généralistes à faire une MAPA comme ça pour détecter précocement cette tension artérielle qui fait vraiment beaucoup de dégâts? Alors, c'est une bonne question. Ouais. Il faut pas oublier quelque chose de fondamental, c'est que le principal enjeu de la MAPA est économique. C'est-à-dire il faut pas demander des MAPA à tout va, il faut respecter les indications, parce que le principal enjeu est économique. D'accord? Donc, quelle est l'indication? L'indication où il n'y a aucun doute dessus, c'est que vous avez une pression artérielle au niveau du cabinet au-delà de 140-90. Pour poser le diagnostic, il faut demander une MAPA. L'automesure est équivalente en termes de valeur diagnostique, mais la MAPA, elle permet également d'évaluer la pression artérielle nocturne, c'est-à-dire elle donne plus d'informations, elle est préférable. Mis à part cette indication-là, donc il faut vraiment, mais je l'ai dit tout à l'heure, donc on peut éventuellement faire une MAPA si on a une élévation non significative de la pression artérielle mal supportée par la patiente. D'accord? Et là, c'est l'HTA masqué qu'il faut suspecter. C'est-à-dire la patiente vient chez vous, elle a une pression artérielle à 130, mais chez elle, elle fait plus. C'est-à-dire il y a une gêne fonctionnelle. À ce moment-là, il faut demander une MAPA. À mon avis, il faut réserver cet examen-là à ces indications. Soit une hypertension au cabinet pour poser le diagnostic, ou bien des signes fonctionnels sans pression artérielle concordante. Voilà. Merci. C'est bon. Donc la séance merci, du matin est levée.
Il y a quelque chose à rajouter, docteur Dahaba? Ouais. Oui. L'association possède une application que vous avez déjà et vous vous êtes inscrit avec. D'accord. L'application Hadi, vous pouvez retirer les attestations de celles ou ceux qui ont participé ou ils se sont inscrits bien, la page ma participation, elle clique dessus, l'attestation téléchargée. Bon, secondo, les gens qui n'ont pas l'application, qui ne sont pas inscrits, il vaut mieux la faire. Vous aurez toutes les communications qui sont ici, celles de la communication passée, gynéco. Donc vous avez les communications en main, à chaque moment vous pouvez les avoir. Merci. Donc la séance du matin est levée et on invite tout le monde à une pause café. Et j'appelle le docteur Latrache pour lui remettre l'attestation de participation. Merci. Pour la photo, oui. Maintenant, on passe au débat. J'invite les orateurs à rejoindre le... Oui, je sais. Il y a deux questions pour professeur. Est-ce qu'il y a des questions pour docteur Ahmed? C'est difficile. Pas grave, s'il n'y a pas de questions, ça ne m'étonne pas. C'est comme j'ai commencé par dire tout à l'heure, que quand c'est algorithmique, très souvent, c'est compliqué. Je ne vais pas vous cacher que même un cardiologue, lorsqu'il a besoin de trancher, tout simplement, il se réfère aux algorithmes. Donc il ne faut pas hésiter à rechercher ces recommandations-là. Si vous avez un patient, il suffit juste de le replacer au niveau de l'arborescence, et là vous avez l'arbre décisionnel qui est assez simple. Donc je profiterai peut-être de cette minute-là pour un petit récapitulatif. Syndrome coronarien aigu. S'il n'y a pas un risque hémorragique élevé, c'est 12 mois de double anti-agrégation plaquettaire. On peut raisonnablement réduire à 6 mois, mais jamais à moins de 3 mois. Si vous avez un stent actif, les stents de dernière génération, on peut réduire raisonnablement à 3 mois, minimum 1 mois. Donc ça, c'est les stents actifs de dernière génération. Mais la durée usuelle, c'est 6 mois. Donc, syndrome coronarien aigu, c'est 12, 6, 3. Stent actif, c'est 6, 3, 1. Quand il s'agit de triple thérapie, c'est-à-dire anticoagulant plus 2 antiagrégants plaquettaires, le maximum, c'est 3 mois. On peut réduire raisonnablement à 1 mois et on peut aller jusqu'à 1 semaine si vous avez un risque hémorragique qui est très élevé. Donc si vous avez retenu ces chiffres-là, syndrome coronarien aigu 12, 6, 3, stent actif 3 mois, 1 mois, donc 6, 3, 3, 1, voilà, 6, 3, 1. Pour la triple thérapie, donc on a dit c'est 3 mois, 1 mois, 1 semaine. Donc si vous avez retenu ça, déjà je pense que vous avez fait la moitié du chemin. Le reste du chemin, il suffit de télécharger les recommandations. Je ne vous cache pas que moi-même, je le fais. J'espère avoir été. Allez-y, oui. Pour ce qui est de l'aspirine, chez les personnes âgées, 75 ans et plus, athéromateux, mais qui sont en prévention primaire, est-ce que ça n'apporterait pas un plus de les mettre sous aspirine sans afin d'éviter toutes les ictus, les accidents vasculaires ischémiques transitoires qui passent? À partir du moment que vous avez dit athéromateux, c'est plus de la prévention primaire. Quand on dit athéromateux, c'est-à-dire on a fait la preuve de l'athérosclérose, on est en prévention secondaire. Là, il n'y a pas de problème. C'est chez tout le monde. Donc l'aspirine doit être administrée en prévention secondaire chez tout le monde. Qu'est-ce qu'on veut dire par prévention primaire? C'est-à-dire il n'y a aucun signe d'athérosclérose. C'est un patient qui n'a jamais fait d'AVC, qui n'a jamais fait de coronaropathie, il n'y a pas de sténose rénale, pas d'AOMI, donc il n'y a pas d'athérosclérose. À ce moment-là,
on propose de l'aspirine en prévention primaire à condition que le patient soit évalué à haut risque cardiovasculaire. Là encore, donc il y a des scores à calculer, le score 2 et le score de OP chez les patients au-delà de 70 ans. Donc si vous avez calculé un score et que le score est à haut ou bien à très haut risque, à ce moment-là, oui, il faut administrer. Autrement, non, faites attention. Parce que pour moi, la prévention secondaire, c'est qu'il faut qu'il y ait une atteinte d'organes cibles. Si vous dites athérosclérose, c'est-à-dire il y a atteinte, même si elle est asymptomatique. Vous avez fait pour une raison X, généralement, tout le monde à partir de 70 ans a une athérosclérose. Il ne faut pas partir de ce principe, docteur. Donc il faut partir du principe qu'il y a de l'athérosclérose si vous en faites la preuve. Vous avez fait un échodoppler des artères supra-aortiques. Vous avez trouvé une plaque qui n'est pas symptomatique, c'est de l'athérosclérose. Mais s'il n'y a pas à ce moment-là, il ne faut pas le considérer comme prévention secondaire. C'est de la primaire. Là, je n'ai pas. Non. Il ne faut pas sous-estimer le risque hémorragique. Si vous permettez, voilà, il a posé une excellente question parce que je pense l'aspirine à la prévention primaire, on revient beaucoup dessus. Vous dites atteinte de l'organe cible. En fait, atteinte des organes cibles, c'est qui classe le patient dans le haut risque. C'est pas de l'athérosclérose. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, on a tendance à penser qu'à partir de 70 ans, c'est là où on va mettre l'aspirine. C'est complètement l'inverse actuellement. C'est complètement l'inverse actuellement. Il y a beaucoup d'études. Jusqu'à 2018, on a tranché sur ça. Au contraire, la prévention primaire reste chez le patient à très haut risque et moins de 65 ans. Au-delà de 65 ans, 70 ans, il y a beaucoup d'événements hémorragiques, notamment tube digestif et méningés, que le bénéfice. Donc, au-delà de 70 ans, la prévention primaire chez le patient, qu'il soit hypertendu, diabétique, etc., vraiment le très haut risque. Vraiment le très haut risque. Moins de 65 ans, ça peut se discuter. Donc, on a peut-être tendance à penser l'inverse, non ? Comme il dit Dr Tardem, donc c'est le risque hémorragique qui prime là. On a observé qu'il y a beaucoup de risques hémorragiques. Et il faut traiter vraiment plus de 100 personnes, etc., pour sauver une vie. Ça revient très, très énorme en matière de... Donc, c'est complètement l'inverse. Et comme vous avez dit l'athérosclérose, l'intima media, autre chose, il a raison. Ça, c'est l'athérosclérose, donc on est dans la prévention secondaire. Mais l'atteinte des organes cibles, ça vous classe votre patient dans le haut risque. Voilà, c'est ça. Et l'âge joue énormément. Donc ça a été tranché depuis 2018-2020. La prévention primaire, l'aspirine perd énormément sa place. Reste quasiment vraiment le très haut risque pour le patient moins de 65-70 ans. Donc l'inverse, 70 ans au-delà, on pense que c'est ça l'âge où le patient va faire des complications. Non. Les complications hémorragiques sont beaucoup plus importantes que le bénéfice qu'elle va apporter. Merci. Bon, merci Dr Tagmet. Concernant la surveillance avec les nouveaux médicaments, les nouveaux anticoagulants, on ne préconise pas une surveillance comme on le fait avec les anciens anticoagulants. Est-ce qu'on est vraiment en sécurité ou le malade est vraiment en sécurité quand on utilise ces nouveaux médicaments, sachant que plusieurs malades ont fait des hémorragies sous ces anticoagulants? Merci. Alors, vous faites bien de me rappeler, j'ai entre-temps pris... Alors, j'ai entre-temps pris la peine de chercher les noms commerciaux. Donc, pour le ticagrelor, c'est le Brilic, et je pense que c'est le plaque Rex, ou quelque chose comme ça, de Becker. Et pour les nouveaux anticoagulants qui sont disponibles, donc vous avez le Rivol et vous avez le Trombix. Voilà, donc ça, c'est entre parenthèses. Alors, les nouveaux anticoagulants ont été inventés justement pour éviter le suivi régulier des antivitamines K. Il ne faut pas oublier que quand un patient est sous antivitamine K, l'INR n'est pas stable. Donc vous faites l'INR à 8h du matin ou bien à 20h, vous pouvez trouver deux chiffres qui sont différents. Donc les nouveaux anticoagulants ont cet avantage-là d'avoir une anticoagulation comme celle de l'héparine. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un peu de l'héparine par voie orale. C'est-à-dire que c'est une anticoagulation qui est stable. Et à partir du moment que vous avez une anticoagulation stable, vous réduisez le risque hémorragique. Donc il n'y a pas le yo-yo donc sur les 24 heures. C'est-à-dire que théoriquement, vous pouvez être rassuré quand vous prescrivez un nouveau anticoagulant oral, il y a moins de risque hémorragique que les antivitamines K. Ceci dit, les hémorragies ne sont pas rares.
Donc quand il y a une hémorragie, à ce moment-là, il y a des antidotes, il y a des protocoles à respecter. Fort heureusement, les hémorragies sont très très souvent de nature gastro-intestinale en général. Et quand c'est une hémorragie de ce type-là, c'est une hémorragie qui est contrôlable. D'autant plus que la demi-vie de ces traitements-là, en général, elle est autour de 24 heures. Est-ce qu'il faut une surveillance? Il ne faut pas de surveillance. Ces médicaments-là ont été inventés pour éliminer cette notion-là de surveillance stricte. Ceci dit, donc si vous avez des sujets qui ont des antécédents gastro-duodénaux, si vous avez des sujets qui sont, par exemple, les sujets très âgés qui risquent de faire des fractures, etc., il faut sensibiliser le patient vis-à-vis de ça. C'est-à-dire, devant le moindre signe, ne pas hésiter à consulter. Mais autrement, en termes de sécurité, les nouveaux anticoagulants sont beaucoup plus sécurisés que les antivitamines K. Donc, je vous encourage vivement à faire cette transition-là, donc si vous avez à prescrire. J'espère avoir répondu à la question. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. C'est vrai, donc c'est des produits qui ne sont pas encore remboursés. Ceci dit, je ne suis pas un très ancien cardiologue, mais j'ai quand même vécu l'époque où le clopidogrel coûtait 5000 dinars et qui n'était pas remboursable. Ça fait une quinzaine d'années. D'accord? Donc, pour que les choses changent, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut franchir le pas. Il y a beaucoup de patients qui peuvent se permettre un traitement à 5000 dinars par mois. Il ne faut pas leur refuser cette sécurité-là, qui est celle d'utiliser un nouveau anticoagulant. Avec le temps, si le nombre de patients devient de plus en plus conséquent, à ce moment-là, les autorités devront, si je puis dire, reconsidérer cette histoire-là de remboursement. Mais ceci dit, si le patient peut se permettre un traitement à 5000 ou à 6000 dinars par mois, donc pourquoi pas? Voilà. C'est des traitements qui ont plus de 10 ans. C'est vrai que c'est nouveau pour nous, mais les premières... Non, c'est des traitements qui sont... C'est vrai qu'en Algérie, c'est des traitements qui sont nouveaux. Mais de par le monde, il y a un recul de 15 ou 20 ans, quelque chose comme ça. Bien sûr. Il y a même des antidotes. Je sais pas, je pense que Radouane, tu me corrigeras. Donc l'antidote du thrombique, je pense qu'il est disponible. C'est ce que je voulais signaler, voilà, Oui. donc tout à l'heure. Donc pour le risque hémorragique, donc il faut savoir déjà il y a des doses. Il y a le 15 et le 20, il y a le 2,5 et le 5 pour l'apixaban. Donc s'il y a un risque hémorragique élevé, donc il faut utiliser les doses faibles. Et en plus, il y a l'antidote qui ne sont pas disponibles en Algérie malheureusement, bientôt pour le thrombix. C'est pas, je Bientôt, pense, ouais, parce qu'ils vont nous confirmer les confrères du laboratoire, mais voilà. C'est qu'il faut signaler qu'il y a des antidotes qui ont été créés pour ça, pour juguler les accidents hémorragiques. Ceci dit, il faut beaucoup plus craindre l'accident hémorragique sous AVK que sous nouveaux anticoagulants. Ils sont beaucoup moins fréquents, beaucoup plus rares. C'est bon? D'autres questions, je pense qu'il y a des questions. Il faut pas. Vous avez deux immunocardiologues qui peuvent vous en parler et c'est l'occasion de découvrir les AOD. Je peux vous dire qu'on les manipule très mal parce qu'on ne les connaît pas. Pas de questions? D'accord. Oui, il y a une question. Faut tarder. Je pense qu'il y a une question. Oui? Allez-y, oui. Oui. C'est une bonne question. Effectivement, il y a une interaction médicamenteuse entre les inhibiteurs de la pompe à protons et le clopidogrel. Ceci dit, il y a des IPP qui sont faits pour ça. Il faut le nom m'échappe là, franchement, avec les noms des médicaments. L'IPP qui est utilisé avec le clopidogrel. C'est comment il s'appelle déjà là? L'isoproton, voilà, c'est l'isoproton. Donc si vous avez besoin d'un IPP avec le clopidogrel, il faut utiliser l'isoproton. Ceci dit, vous allez avoir quelques soucis avec la CNAS, parce que malheureusement, jusqu'à présent, on n'arrive pas à les sensibiliser que avec du clopidogrel, il faut absolument utiliser l'isoproton. Donc on va vous demander des justificatifs, il ne faut pas hésiter à les fournir, c'est-à-dire un certificat. On a un médecin de la caisse qui sait... on en profite pour essayer de le sensibiliser. S'il vous plaît, autorisez l'isoproton avec le clopidogrel, c'est important.
C'est vrai que l'isoproton a tendance à être utilisé par excès. C'est un médicament un peu plus cher que les autres IPP, mais faites cette faveur-là au cardiologue. C'est important quand même. C'est bon? Merci de votre attention. Merci, docteur Kadbek. D'accord. Le déjeuner, dans 5-10 minutes, il sera prêt. Le débat est encore ouvert. Si vous avez encore des questions. On va vous faire baisser la glycémie le plus possible. Même concernant le... Même dans pour l'hypoglycémie, par exemple, avec professeur Awish, si vous avez encore des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Ça y est, l'hypoglycémie est là. Donc, personne ne peut venir. Donc sinon, on descend à le restaurant. Awish. Awish, ouais. Voilà. Professeur Awish. D'accord. Oui, professeur Awish, s'il vous plaît, j'ai une question, si vous voulez. D'accord. Alors, par rapport à l'hypoglycémie, est-ce qu'on peut voir déjà l'hypoglycémie chez un patient non diabétique? Comment peut-on dépister ça ou diagnostiquer ça? Et est-ce que ça a une relation avec l'insulinorésistance? Oui. C'est-à-dire que c'est un diabète, un prédiabète, on peut dire ça? Alors, Merci. Si vous parlez de l'hypoglycémie en dehors diabète, ça c'est autre chose, d'accord? Donc le diabétique c'est connu, c'est l'hypoglycémie qui est liée éventuellement aux thérapeutiques qu'on donne, que ce soit les sulfamides ou bien que ce soit par rapport aux insulines qu'on donne. Mais si vous êtes chez le non-diabétique, ça c'est autre chose, c'est ce qu'on appelle les hypoglycémies non diabétiques. Dans les hypoglycémies non diabétiques, la majorité des cas, en fait, vous avez deux types. Vous avez c'est ce qu'on appelle les hypoglycémies organiques et vous avez les hypoglycémies fonctionnelles. D'accord? Alors, organique, ça sous-entend que vous avez quelque chose, c'est-à-dire donc qui a entraîné donc une hypoglycémie, d'accord? Bon, le plus fréquemment, c'est les insulinums, mais c'est rare, c'est-à-dire je parle plus fréquemment par rapport aux organiques. Maintenant, ce qu'on voit beaucoup plus, c'est ce qu'on appelle les hypoglycémies, c'est-à-dire fonctionnelles. Alors, les hypoglycémies fonctionnelles, c'est ce que vous êtes en train de dire en fin de compte. En fait, c'est très fréquent. Alors là, en fait, c'est beaucoup plus, on les voit chez les intolérants au glucose. Alors, les intolérants au glucose, ce sont des prédiabétiques, on est d'accord. Au stade de début, qu'est-ce qui se passe? Ils vont faire, c'est ce qu'on appelle une insulinorésistance. Alors, le pancréas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter ses capacités sécrétoires, histoire d'essayer de booster cette insulinorésistance, parce qu'il y a un déficit de l'action de l'insuline au niveau périphérique, donc il va essayer de s'adapter. Il va augmenter ses capacités sécrétoires, et du coup, vous aurez donc des tendances à des malades à faire des hypos. Donc, la particularité de l'hypoglycémie fonctionnelle, c'est qu'elle survient habituellement en postprandial. Donc, dans les 3 heures à 4 heures jusqu'à 5 heures. Particularité de l'hypoglycémie organique, elle survient habituellement à jeun ou après un effort. Donc, vous voyez qu'il y a des... Alors, donc, pour faire la part des choses, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, nous, on les hospitalise. On fait, c'est ce qu'on appelle le jeûne. On fait jeûner le patient sur 3 jours. Et après, on dose le peptide C avec l'insuline. Mais devant une hypoglycémie. Mais l'hypoglycémie du diabétique, elle est définie à partir inférieure à 0,70. Le non-diabétique inférieur à 0,60. C'est pas la même chose. Donc vous voyez que c'est complètement différent. Et à partir de là, si vous avez des sujets qui font inférieur à 0,60, vous les hospitalisez. Bon, bien sûr, vous recherchez des autres causes aussi. Ça peut être une hypothyroïdie. Ça peut être aussi un problème d'insuffisance urинalienne. Donc des tendances beaucoup plus à des problèmes, si vous voulez, donc d'hypoglycémie. Mais dans la majorité des cas, c'est ce qu'on voit. C'est pour ça qu'on vous dit habituellement, des sujets qui sont obèses, qui viennent parce qu'ils font ils ont un syndrome métabolique, ils font des hypoglycémies habituellement en postprandial tardive, c'est-à-dire donc 2 heures, 3 heures, voire même 4 heures après, eh ben, pensez tout simplement à un syndrome d'insulinorésistance et c'est une porte d'entrée vers le diabète. Donc, qui dit hypoglycémie, donc dit probablement du non-diabétique, porte d'entrée vers un diabète sucré. Donc c'est ça ce qu'on voit habituellement. Une fois que le capital insulinique du pancréas commence à se réduire, le malade il va faire un prédiabète, il va faire une intolérance, ensuite il va finir par faire un diabète sucré. Et les signes cliniques, c'est toujours la sueur nocturne pour les non-diabétiques? Non, pas forcément, ce sont habituellement les signes adrénergiques.
vous n'allez pas réellement trouver les signes de neuroglycopénie, c'est rare, c'est exceptionnel, sauf par exemple pour les insulinomes, on peut éventuellement les trouver, mais habituellement ce sont les signes adrénergiques. Adrénergique, ça veut dire donc le malade il va développer des céphalées, sueur, tachycardie, etc. Donc c'est ça ce qu'on voit habituellement. Alors en fait, oui, c'est la triade de Whipple. Donc habituellement, vous avez des malades donc ils vont faire des époux. Qu'est-ce qui en fait, c'est quoi? Donc, quand vous allez les resucrer, les signes vont disparaître. Donc, ça veut dire que c'est réellement lié à un problème d'hypoglycémie. Donc, c'est ça. C'est limité dans le temps. C'est par rapport le resucrage. Quand ils se resucrent, ça rentre dans l'ordre. Mais ça, on les voit. On les voit habituellement. Pour faire la part des choses, demandez aussi à vos patients de voir est-ce que réellement ils ont pu jeûner le ramadan. C'est réellement intéressant. Parce que quelqu'un qui jeûne le ramadan, ça ne peut pas être organique, impossible. Habituellement, on élimine les origines organiques, c'est plutôt fonctionnel. Oui, dans la majorité des cas, ce sont des hypoglycémies fonctionnelles. Mais attention, vous avez aussi, c'est ce qu'on appelle les hypoglycémies factices. C'est fréquent, c'est fréquent. Alors les factices, ils ont un profil psychologique. Souvent les femmes, je suis désolé pour les femmes, souvent les femmes, on les hospitalise. Alors en fait, on a eu une radiologue qui a été hospitalisée, une technicienne en radiologie de Ndefla qui est venue, en fait, qui faisait des... Et c'était quoi? Elle s'injectait de l'insuline. Donc, bon, c'est autre chose. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Non, c'était pas pour maigrir. En fait, elle faisait, c'est autre chose. Bon, pour dévoiler les trucs. En fait, elle s'injectait de l'insuline, histoire de faire des hypoglycémies pour rencontrer son copain sur Alger pour être hospitalisé. Hadiya les soirs. Non, mais c'est une réalité. Et vous avez beaucoup de cas comme ça. Attention. On a eu beaucoup de cas comme ça. Non, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Donc, en fait, il y a des cas comme ça. Et les hypoglycémies, donc factices, comment vous faites le diagnostic? C'est très simple. En fait, quand vous les hospitalisez, vous allez voir déjà, il y a un profil psychique. Parfois, vous allez trouver les piqûres d'insuline. Parfois, ça peut être lié au sulfamide. Il y a de la marelle ou là, il y a les amicrans. Le problème qui va se poser, vous allez faire le test, c'est-à-dire le jeûne. Oui, elle va faire une hypo. Vous allez doser le peptide C, vous allez doser l'insulinémie devant une hypoglycémie. Qu'est-ce que vous allez trouver? Le peptide C, comment il est? Si c'est réellement lié à l'insuline, le peptide C, il est effondré, alors que l'insulinémie, elle est élevée. En fin de compte, vous avez dosé l'insuline qu'elle a injectée. Et là, vous avez fait votre diagnostic rapidement. Et on a des cas comme ça vraiment fréquemment. Hein. Non, c'est pas le jeûne. Au fait, quand on est dans l'insulino-résistance, tout à l'heure, on vous a parlé de l'activité physique qui est importante, mais au fait, il y a des malades qui posent problème d'hypoglycémie fonctionnelle. Comment les traiter? Parce que le malade, qu'est-ce qu'il fait? Le malade, dans sa tête, il a une hypo. Et du coup, il veut se resucrer à tout moment. Quand il va se resucrer à tout moment, c'est les sucres rapides. Donc, il va encore solliciter de son pancréas. Et du coup, son pancréas va encore donner de l'insuline. Et c'est un cercle vicieux. Donc, du coup, il faut leur recommander de ne pas prendre des sucres rapides. Non. Éviter les sucres rapides, préférer les sucres lents, surtout les fibres alimentaires, et fractionner les repas. Et vous allez voir que tout va disparaître. Donc, c'est ça. Et surtout, faire réduire le poids, c'est important. Parce que c'est l'insulino-résistance. S'il vous plaît, dans la prise en charge de l'hypoglycémie chez le diabétique, on a beau utiliser les meilleurs médicaments avec les insulines analogues, qu'elles soient rapides ou lentes, les sulfamides, mais reste toujours le problème de l'éducation thérapeutique. Si on fait en dehors de l'éducation thérapeutique, on ne pourra jamais arriver à des résultats qui donnent satisfaction ou donnent une sécurité aux malades. Tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça qu'on vous dit quel est le meilleur traitement de l'hypoglycémie. Peut-être que vous allez me dire le resucrage. Et faux, c'est la prévention, c'est l'éducation du patient. Parce qu'en fin de compte, une hypoglycémie égale forcément un problème éducationnel, dans la majorité des cas. D'accord? Si vous allez réellement éduquer le patient par rapport à l'intérêt de cette insuline, par rapport à l'intérêt de l'autosurveillance glycémique qui est vraiment important chez ces patients-là, et surtout par rapport, s'ils peuvent se permettre d'avoir les CGM, etc., pour les patients qui ont des hypoasymptomatiques et sévères, c'est ça en fait l'intérêt qu'on doit leur faire. Donc ça permet réellement de réduire. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de volets. Il y a l'éducation
qui va vers le type d'insuline qu'on utilise, vers l'alimentation, vers l'adaptation des doses en fonction de l'activité physique, la technique d'injection aussi. Attention, il y a des malades qui utilisent, parfois vous ne faites pas attention, et vous allez trouver qu'ils utilisent des aiguilles qui sont vraiment 8 à 12 mm. Ça existe encore sur le marché, il faut savoir. Et quand on utilise ce genre d'aiguille, ça devient une IM. Et donc du coup, c'est une hypoglycémie. Donc vous voyez que l'hypoglycémie, dans la majorité des cas, elle est évitable. Je dis dans la majorité des cas. C'est-à-dire chez un diabétique, je parle chez le diabétique, on peut l'éviter. On peut l'éviter à travers une bonne éducation du patient. Tout à fait d'accord avec vous. Oui, madame. Docteur, est-ce que l'hypoglycémie peut causer un arrêt cardio-circulatoire? Si oui, par quel mécanisme? Alors, très bonne question. Est-ce qu'elle peut causer un arrêt cardio-respiratoire? Au fait, on vous dit habituellement c'est les morts subites. D'accord? En fait, c'est un arrêt. Donc, les morts subites, pourquoi? Parce que l'hypoglycémie, en fin de compte, quand je fais une hypo, c'est ce que je vous ai montré, c'est surtout pour les patients qui ont un terrain de neuropathie qui est assez avancé. D'accord? Je parle par exemple du modèle de DT1 ou bien de DT2 qui a déjà développé une neuropathie assez avancée. Donc à partir de là, le système de réponse adrénergique, il va être altéré. Et quand il va être altéré, le malade malheureusement, il ne va pas ressentir les symptômes d'hypoglycémie. Donc le malade, il ne les ressent pas. D'habitude, il ressent à 0,60, ensuite il va les ressentir à 0,50, ensuite à 0,40. Et vous allez voir, moi j'ai eu une malade à 0,14 trzarfia. Aucun symptôme. C'est pour vous dire que le malade ne ressent pas avec le temps. Quand il ne ressent pas, plus il ne ressent pas, plus il risque de faire une hypo sévère, perte de connaissance. Qu'est-ce qui se passe? Perte de connaissance, elle peut vous faire une convulsion. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On leur donne des clés en croyant que c'est une crise de logement. Mais en fin de compte, c'est une véritable hypoglycémie. Donc le malade, il est en hypoglycémie. Qu'est-ce qu'on lui fait? Les malades, c'est très important d'aller rechercher ces hypoglycémies qui sont asymptomatiques. D'accord? C'est pour ça qu'on leur propose habituellement tout ce qui est CGM ou là, donc l'autosurveillance beaucoup plus structurée et la fréquence beaucoup plus c'est-à-dire donc par rapport aux glycémies capillaires. Et c'est à partir de là, on peut même leur proposer ce qu'on appelle aussi les pompes à insuline, mais les Menestata. Vous savez que tout ça, ça coûte. Hein? C'est vrai que ça réduit. Mais aussi proposer des insulines qui vous donnent moins d'hypo. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on est à l'ère des analogues et on sait que ce sont des analogues actuellement qui donnent moins d'hypo comparativement aux autres insulines, surtout par rapport aux humaines qu'on utilise habituellement. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut les utiliser tout le temps, non, mais je parle de ce profil de patient où on favorise ce genre d'insuline pour réduire. Donc l'hypoglycémie est vraiment un problème. Alors pour la mort subite, oui, parce que on fait une hypo, on a un allongement du QT avec trouble de la repolarisation et le malade, il peut vous faire un arrêt. Et il y a eu des cas comme ça. Et je vous ai montré aussi la plaque qui parlait du syndrome de Dead-in-Bad. Ce sont des malades, malheureusement, qui décèdent dans le lit. On a eu des cas comme ça. Donc, vous voyez que l'hypoglycémie, c'est vraiment une urgence.